Salut à toutes et à tous, vous regardez un nouvel épisode de L'œil de Moumou, la chronique média de Mourad Guichard, diffusée sur la chaîne YouTube du Média, sur le canal 165 de la Freebox, sur notre site lemediatv.fr et également sur Molotov. Salut Mourad. Bonjour à toutes et à tous, bonjour à toi Théo. On commence l'émission de but en blanc, les pieds dans le plat, boum, préambule. Oui, il est de retour. Tu l'avais demandé, tu l'avais réclamé la semaine dernière et j'avais cédé et je cède de nouveau. Alors, il y a une vidéo, je vous avais parlé la semaine dernière de la super initiative d'Aurore Berger qui avait proposé de coller Super. Ouais, super, extraordinaire, elle est formidable. Parce qu'il pourrait être désagréable, on pourrait ne pas les supporter, mais en plus, ils sont incompétents. Genre, ils seraient compétents. À la limite, on dirait, bon, allez, on met un mouchoir sur nos impressions. En plus, ils sont complètement incompétents. Et donc, elle avait lancé une super initiative de coller sur toutes les villes, sur les villes de l'Aveyron, de Seine-Saint-Denis et d'Île-de-France, de coller des affiches avec marqué, en gros, sale juif et sale juive. Waouh, c'est génial pour lutter contre l'antisémitisme. Eh bien, là, évidemment, retirer cette campagne complètement débile. Et elle va faire des émules, puisqu'il y a une vidéo qui est sortie. Alors, c'est une vidéo faite avec l'intelligence artificielle. Je crois que c'est par un Israélien qui avait pris un certain nombre de personnalités américaines pour railler Kanye West, donc avait pris des positions en disant que Hitler, il était fan d'Hitler et qu'il était nazi, et ainsi de suite. Après, il a fait machine arrière. Bon, c'est un garçon un peu perturbé. On va pas psychiatriser tout, mais enfin là, c'est un fait. Et donc, ils vont faire la même vidéo avec un visuel complètement, mais incroyablement décalé par rapport au message qu'ils veulent faire passer. Je vous laisse regarder, puis on en parle juste après. Donc, ils vont poser, pour lutter contre l'antisémitisme, ils vont poser avec un doigt d'honneur frappé d'une étoile de David. Mais c'est incroyable. Si j'étais antisémite, si j'étais pro-nazi, mais j'achèterais mes 5 cartons de ces t-shirts. Ils sont magnifiques. Ils sont d'un antisémitisme consommé. C'est stupide. Et d'autant plus stupide qu'ils auraient pu... ils ont quand même des grands créatifs comme Tapiro, qui avait fait une... Un grand créatif. C'est un grand publicitaire créatif, notamment. Alors. Nous irons tous au Bois de Boulogne. Hein, je vous rappelle de cette fameuse vidéo où il était ivre-mort avec sa compagne dans le Bois de Boulogne et qu'il allait, en plus, il s'était excusé en disant on allait chercher notre voiture, parce que délirant. La police qui a enregistré leur plainte aurait dû un petit peu tilter d'ailleurs. Je ferme la parenthèse. Avec des créatifs comme lui et comme tous les gens de CNews et d'ailleurs, ils auraient pu imaginer un truc d'abord un peu plus personnalisé et surtout pas avec ce logo et ce slogan qui est d'ailleurs repris sur les réseaux sociaux, parce qu'évidemment, c'est tellement... C'est même pas ambigu, c'est carrément une insulte à l'intelligence et une insulte aux Français de confession ou de culture juive qui, eux, sont progressistes et se sentent évidemment, et je l'ai lu à plusieurs reprises, insultés par ce clip complètement stupide. C'est parti pour les tops. Alors, un petit préambule des tops. Waouh, toutes les semaines on innove, hein. Un petit préambule des tops parce qu'il faut contextualiser. Donc il y a un journaliste quelqu'un qui intervient en plateau, qui est venu expliquer qu'il s'était retrouvé dans un restaurant. Donc c'est Jules Torres, un journaliste, on va mettre plein de guillemets, des crochets, tout ce que vous voulez, qui fait partie de la Facholand, Fachosphère, vous l'appelez comme vous voulez, hein, de la Bolloré-Land, et qui va donc s'expliquer sur, dévoiler une super information. Il était au restaurant. Et dans le quartier, évidemment, de tous les grands médias Bolloré Land, il va se retrouver à côté de la table de gens
prétendument de l'Arcom. Et ces gens de l'Arcom, des décideurs de l'Arcom, évidemment, vont parler, alors ils vont parler assez fort pour qu'ils l'entendent, et ils vont expliquer qu'on leur a demandé de se payer Hanouna et qu'ils l'ont fait. Voilà, avec une certaine fierté, une certaine machin. Et donc c'est une super révélation, c'est une bombe atomique même. C'est-à-dire que concrètement, l'Arcom a répondu à une commande et il fallait à tout prix se payer le soldat Hanouna. Sauf que l'Arcom a sorti un communiqué pour expliquer que tout simplement, il ne pouvait pas... D'abord, il n'était pas là, les membres qui décident à l'Arcom n'étaient pas dans un restaurant ce midi-là, mais qu'en plus de ça, depuis janvier, l'Arcom a déménagé et donc n'est plus voisin des médias de Bolloré. Et donc, ils sont dans un quartier tout autre. Alors, évidemment, quand tu es pris comme ça, la main dans le pot de confiture, c'est un peu compliqué de justifier la présence de ces gens-là ce jour-là. Et ben, il va revenir à la charge dans le JDD et il va expliquer, dans le journal du dimanche, il va expliquer qu'en fait, ils ont leurs habitudes dans ce restaurant et que donc, ils reviennent régulièrement. Mais bien sûr, moi j'ai vécu 30 ans à Asnières-sur-Seine, j'habite maintenant près d'Orléans. Mais tous les midis, je prends le train pour aller manger dans mon restaurant rue des Bourguignons parce que j'y suis attaché. C'est 1h30 de trajet, aller, 1h30 retour. Mais évidemment, tout le monde fait ça. Tout le monde fait l'aller-retour pour aller manger dans un restaurant à l'autre bout de la ville. Et bien sûr que non. Donc c'est un mensonge éhonté. Il n'a aucune source. Il n'a absolument rien. Moi, alors, on a tous un téléphone portable sur soi. Si j'avais commencé à entendre un début de conversation comme celui-ci, évidemment, comme celle-ci, évidemment, je commencerai à enregistrer ou je sais pas, j'aurai un réflexe journalistique. Sauf que pour ça, il faut être journaliste, qui n'est pas son cas. Je vous laisse écouter cet extrait. Jules, qu'ont dit ces 3 représentants de l'Arcom ce midi dans le 15e arrondissement dans un restaurant dans lequel, malchance pour eux, vous étiez aussi? Non, mon cher Gauthier, je vais vous révéler mon déjeuner. J'ai pas l'habitude de le faire et ce que je vais vous révéler, c'est profondément scandaleux. Comme il m'arrive de faire, eh bien, je vais déjeuner. J'y suis allé tard, puisque j'étais chez Céline Géraud jusqu'à 14h. Donc, je suis allé à 14h30 dans un restaurant du 15e arrondissement situé à côté de Europe 1, du JDD, puisque c'est là que nous travaillons. Et il faut savoir que le siège de l'Arcom est situé à quelques dizaines, quelques centaines de mètres de notre rédaction. Et donc, c'est assez habituel de croiser ou de déjeuner à côté de personnes qui travaillent dans l'Arcom. Et donc, j'étais avec des amis et je me rends dans un restaurant situé non loin de la rédaction. Je m'assieds à table et au bout de quelques minutes, je comprends que le sujet, c'est Cyril Hanouna, je comprends que le sujet, c'est l'Arcom et je comprends rapidement que ces personnes travaille à l'Arcom. Et elle parle de Cyril Hanouna en des propos peu amènes. J'ai bien compris au fur et à mesure de l'échange que la décision de l'Arcom, c'était une décision qui était politique, qui était arbitraire. Ça, on le savait depuis le début, mais je ne pensais pas à ce point-là. Et j'ai consigné quelques bribes de cette discussion. Pourquoi ? Parce que j'étais situé à la table d'à côté. Donc j'entendais quasiment tout ce qu'il disait. Et il y a eu notamment cette phrase. Donc là, vous faites des citations. Vous allez faire des citations. Ils étaient nombreux. Il y avait 2 hommes et une femme. Ces 3 personnes travaillent à l'Arcom. Et l'un d'entre eux, c'est un homme, a dit notamment cette phrase: « Nous, on nous a demandé de virer Hanouna. On l'a fait. On a fait notre boulot. » Alors, je vais vous donner des nouvelles de Karim Maloum. Il y a longtemps, lui aussi, que je n'avais pas parlé de lui. Alors, lui, il est complètement délirant. Il dit exactement l'inverse de la réalité du débat politique sur LFI et les musulmans. LFI et les musulmans, vous savez, le fameux vote musulman, que LFI serait pro-palestinien, antisémite pour draguer l'électorat musulman. Bah, lui va lancer un appel vibrant à ses frères musulmans et arabes. Écoutez, je vous précise pourquoi ça m'a interloqué. Dans leur stratégie, stigmatisent les musulmans. Ils considèrent les musulmans, c'est des gens qui sont incapables de comprendre qu'il y a que les islamistes, c'est des haineux, que les terroristes du Hamas, c'est des gens violents. Ils considèrent les musulmans des gens incapables de comprendre. Ils les prennent pour des bébés, pour des enfants. Et ça, je pense, c'est de la responsabilité aux gens, des gens qui votent pour la France Insoumise. Moi, je m'adresse à des musulmans de confession musulmane. Je leur dis, votez pour la France Insoumise, c'est accepter d'être insulté
tous les jours parce qu'on vous prend pour des gens incapables de comprendre et que la majorité des musulmans qui vivent en France, ils sont contre la violence, ils sont contre la haine. Mais il y a des... Parce qu'en France, il y a l'islam de France et il y a les islamistes en France. À qui s'adresse la France insoumise? Aux islamistes. Oui, mais ça marche. Et ça marche. C'est aux musulmans de se démarquer. C'est aux musulmans de se démarquer. Aux musulmans de les dénoncer, de ne pas voter pour eux. C'est de leur responsabilité. Les musulmans de France ont une responsabilité aujourd'hui, c'est de se démarquer, de considérer que la France insoumise n'est pas un parti républicain, n'est pas un parti démocratique. Les musulmans, il faut le faire, il faut le dire, il faut s'adresser. Moi, je m'adresse à mes compatriotes d'origine de confession musulmane, on le supposait, parce que ceux qui ne sont pas, mais on le considère. Mais assumons notre responsabilité. Donc, il dit aux musulmans de ne pas voter pour LFI parce qu'LFI serait finalement la plaie des musulmans et des Arabes de banlieue, sous-entendu, alors qu'en fait, son camp, à lui, CNews et compagnie, tous les médias mille collines, reprochent exactement l'inverse à LFI, c'est-à-dire d'aller draguer justement cet électorat avec ce qu'il lui plairait, à savoir l'antisémitisme, sous-entendu que les musulmans et les arabes de banlieue seraient tous antisémites. Donc ça, c'est complètement stupide, c'est un raisonnement à l'envers, avec un ton pareil de Chihuahua cocaïnomane, de Karim Maloum, qui devrait un peu se calmer, essayer de prendre un peu de recul, et puis d'expliquer des choses avec quelques sources et quelques arguments, ça nous ferait du bien. Toujours sur CNews, Jérôme Gage, il t'a marqué cette semaine. Oui, parce que Jérôme Gage, on va en parler juste après sur une histoire de pétition et de tribune concernant Wikipédia. Jérôme Gage, il continue de glisser. Alors, il glisse très lentement. Député socialiste, qui a refusé d'être un député NFP, mais qui demeure socialiste. Absolument. Ancien frondeur à l'époque de Valls quand même. Donc, il a un passé assez sympathique. Donc, c'est pour ça que je parle de lente dérive, notamment depuis le 7 octobre, enfin le 8 octobre du moins. Il va expliquer face à Sonia Mabrouk qu'en fait, c'est CNews, qui a été multi-condamné, est une chaîne respectable et il va s'exprimer à ce moment-là sur la fermeture programmée de C8. La chaîne d'Hanouna et de Touche pas mon poste. Je vous laisse écouter. Alors qu'on regarde ou pas cette chaîne de télévision, qu'on l'aime ou pas, est-ce que vous estimez, monsieur le député, que la liberté d'expression a gagné avec une chaîne qui ferme des centaines de salariés sur le carreau ? J'ai évidemment des pensées pour les salariés concernés. Vous parlez de la liberté d'expression et il y a aussi le respect de la réglementation. Duralex, sed lex. Voilà, moi, ce que je regrette, c'est qu'après toutes les alertes qui aient pu être faites, en application à la fois des observations de l'Arcom, confirmées par le Conseil d'État, c'est qu'il n'y ait pas eu un changement de pratique. Voilà, je le regrette. Nous sommes sur une chaîne et une radio qui respectent, qui ne sont pas vus remettre en question leur fréquence, parce que quand il y a des lois, et ici comme ailleurs, on est attaché au respect des lois, et qu'il y a des alertes qui sont faites, eh bien, il faut les respecter. Alors, je précise, à propos de C8, puisqu'on en parle, que contrairement à une idée reçue, ce n'est pas l'Arcom qui a fermé C8. L'Arcom a juste retiré le canal TNT. C'est-à-dire que si... Parce qu'ils se sont exprimés 500 fois sur cette question-là, avec l'étendard sanglanté levé. Ce n'est pas ça du tout. L'Arcom a juste retiré la fréquence. Par contre, à cause de manquements lourds et répétés, ce qui aurait pu être le cas d'ailleurs pour CNews, soit dit en passant, mais la personne qui a décidé de fermer C8, clairement, techniquement et juridiquement, c'est Bolloré. Bolloré aurait très bien pu maintenir C8 par un autre jeu. Alors ça peut être via une négociation avec les box, les 3 principales box existantes, ou alors tout simplement sur Internet, via une chaîne YouTube. Je veux dire, le média n'est pas sur YouTube, n'est pas sur la TNT, pardon. Le média n'a pas les moyens de Bolloré, et pourtant nous sommes là. Donc rien n'empêchait Bolloré de maintenir la chaîne C8. C'est un choix politique, stratégique de sa part, et donc il faut arrêter de dire des conneries, et j'invite vraiment Jérôme Gage à réfléchir avant de parler. Alors on continue avec le moment Barbara Lefebvre. Oui, c'est ce que j'ai appelé les flops génocidaires. Alors, l'actualité médiatique de cette semaine, qui a été très très lourde, a été marquée notamment par la harpie. Alors, je sais que le mot harpie
est souvent employé de manière sexiste. Là, je le dis vraiment très clairement, je l'aurais employé pour un homme aussi. La harpie Barbara Lefebvre, elle va se rendre coupable d'une complicité, alors si vous ne l'avez pas vu, je vais vous le montrer, une complicité d'apologie, pour moi c'est clair, net et précis, d'apologie de nettoyage ethnique et de crimes de guerre. Je vous laisse écouter l'extrait pour que vous compreniez la suite des événements. Les civils à Gaza sont autant responsables que les membres du Hamas et du djihad islamique. Tout cela devra à un moment ou à un autre être payé et être payé au prix fort. Et donc effectivement, on ne peut que soutenir le plan Trump et décider une bonne fois pour toutes que la bande de Gaza doit devenir une zone vierge. Il faut que ces gens-là aillent vivre ailleurs, qu'une génération entière puisse aller se ressourcer mentalement dans d'autres univers, mais certainement pas à côté des Israéliens, à côté des Juifs, qu'ils veulent de toute façon éradiquer et exterminer. Alors face à ces propos absolument inacceptables tenus sur i24 News, la chaîne qui est habituée à ce genre de dérapage, d'ailleurs j'attends toujours la réponse de l'Arcom sur son devenir. Est-ce que tu as écrit à l'Arcom pour... Oui, absolument, pour savoir si ça dépendait, si c'était de leur ressort ou pas. Alors, j'ai relancé, suite à l'émission d'il y a 3 semaines, on en avait parlé, j'ai relancé, on m'a dit qu'il fallait écrire un courrier papier. Waouh, en février 2025, il faut écrire un courrier papier pour avoir une réponse. J'ai trouvé ça complètement hallucinant, mais je vais le faire, parce que j'ai pas trop le choix si je veux avoir une réponse. Mais je vais reprendre ma plus belle plume et je vous tiendrai évidemment informé. Et donc, face à ces propos absolument scandaleux, condamnés par à peu près tout le monde, RMC va prendre des précautions absolument extraordinaires. Alors, ils avaient viré un chroniqueur d'origine franco... Enfin, je crois qu'il est franco-algérien, qui avait tenu des propos, lui, sur une chaîne, donc une chaîne extérieure aussi, qui avait tenu des propos sur une chaîne algérienne à propos du Maroc. Alors évidemment, les propos absolument discutables, mais j'ai presque envie de dire presque moins discutables que ceux-là. Eh bien, il a été viré sur le champ. Et là, qu'est-ce qu'ils vont dire ? Ouvrez les guillemets, les propos de la chroniqueuse Barbara Lefebvre, tenus sur la chaîne i24 News, n'engagent qu'elle-même et ne reflètent pas la ligne éditoriale de RMC. Ah bon ? Sauf qu'elle est là tous les jours. Où elle participe à l'émission Les Grandes Gueules. Nous rappelons qu'I24 News ne fait plus partie du groupe RMC BFM, mais la chaîne algérienne non plus. Donc ça n'a aucun sens. La direction de RMC rencontrera Barbara Lefebvre dans les prochains jours pour lui rappeler ses obligations. C'est-à-dire qu'ils vont juste lui dire que « Ah, mais c'est pas bien de dire ça, Barbara !» Et effectivement, le lundi matin, donc là, nous sommes mardi, nous enregistrons le mardi, hier matin, elle était de nouveau présente sur le plateau. Et en toute tranquillité, elle a été saluée comme tous les autres chroniqueurs. Donc le recadrage, on attendra encore un tout petit peu. Alors, pour celles et ceux qui ne la connaissent pas, on va essayer de savoir, je vais vous rappeler qui est cette raciste, je le dis bien, raciste, puisqu'on a apporté la preuve de ça à plusieurs reprises, cette raciste compulsive anti-arabe et communautarée. On va voir de quoi elle est capable, et je vous rappelle juste cet extrait qui était complètement lunaire. Regardez. Qui en plus est un danger fou furieux parce qu'il fait des Twitch ou des je sais pas quoi là en direct avec sans doute des centaines de gens derrière. Ouais, t'as trop raison, Ismaël, je suis trop d'accord, de la balle, le Coran sur ta tête. Parce que ça doit être ça derrière. Ah non, non, mais ne vous inquiétez pas, vu, je les ai bien imités, bah oui, parce que visiblement, autant dire que un auditeur pour faire bouger les choses, parce qu'en plateau, rien ne se passe, il n'y a pas de condamnation, il n'y a pas de cadrage, il n'y a pas de remise en cause de cette fameuse Barbara Lefebvre qui est capable de ça quand même, d'imiter des Arabes de banlieue, wesh wesh, machin, sur le Coran, sur la Mecque. Donc elle est capable de tout, en fait, quand ça vise les Arabes. Il faudra donc un auditeur pour faire bouger les choses. Mais à quel prix ? C'est en fait un avocat qui s'appelle Rachid Madid qui va tenter de prendre la parole parce qu'il est choqué en fait au moment où il la voit sur le plateau, il la voit revenir, il est choqué et il va essayer de passer à l'antenne pour prendre un sujet X, Y, Z qui est pas, je crois que c'était sur Julien Bayou, il va tenter de forcer un peu la porte, ça marche pas. Donc, il va trouver une astuce, je vous laisse écouter. À ce moulin-là, qui est un moulin de haine, de gens souvent anonymes, voire certains, c'est même pas des gens, c'est des robots payés par des organisations. Donc, c'est vrai, ça pose vraiment un gros problème. Louis est juriste. Bonjour Louis. Ah ben voilà. Bonjour. Bienvenue Louis, juriste à Paris. Qu'est-ce que vous en dites les conséquences de cette affaire Bayou, pardon. Bayou. Écoutez, je trouve ça absolument scandaleux, mais je voudrais dire un mot parce que j'étais un peu choqué, mais vous allez peut-être me couper comme l'auditeur précédent. Tout à l'heure, vous l'avez coupé parce qu'il a commencé à parler de Barbara Lefebvre. Alors, je vais vous dire, je
suis extrêmement choqué de cette censure que vous mettez en place. Je suis un auditeur de longue date des Grandes Gueules. D'ailleurs, je dois vous dire que je m'appelle pas Louis, je m'appelle Rachid, je suis avocat. Je m'appelle Rachid Madid, avocat au barreau de Paris. Et par ailleurs, je dois vous dire que j'ai appelé tout à l'heure sous mon vrai nom, et que vous ne m'avez pas rappelé. Je trouve ça un peu curieux. Je m'appelle désormais Louis, je passe à l'antenne, c'est formidable. Donc il a fallu que Maître Madid change son prénom, se fasse appeler Louis. Alors c'est peut-être un hommage à Louis Sarkozy, je ne sais pas. C'est quelqu'un qui est auditeur depuis très longtemps. Alors je vous ai mis juste un extrait, vous pouvez aller voir l'intégralité de l'émission, c'est en ligne, mais c'est très très long. Donc je n'ai pas voulu vous mettre les 7 minutes, je crois, d'échange, mais rien que ça, je trouve que c'est assez grave. Alors je l'ai eu au téléphone, Maître Madid, il a expliqué qu'en fait il ne pouvait pas ne pas réagir. Pour lui, c'était pas possible de ne pas décrocher son téléphone et d'appeler, alors que je vous dis, il écoute depuis très longtemps cette émission. Bon, c'est un fait, hein, c'est son choix. C'est quelqu'un de posé que j'ai eu au téléphone, qui n'est pas quelqu'un d'excité, qui ne cherche pas le buzz, c'est pas Divisio ou d'autres personnages comme ça. Donc il a mûrement réfléchi et comme il n'a pas voulu, c'est un avocat, il n'a pas voulu tomber dans la diffamation. En plus, c'est un avocat spécialiste dans les questions de la presse. Il n'a pas voulu tomber dans la diffamation, donc il n'a pas affirmé que c'est parce qu'il s'appelait Rachid dans un premier temps qu'il n'a pas été pris, qu'ensuite il s'appelait Louis, il a été pris. Sauf qu'il pose sur la table les éléments, à nous de réfléchir. Et enfin, il espère que ces faits, qui relèvent selon lui du pénal, il espère qu'il y aura une suite judiciaire concernant cette fameuse Barbara Lefebvre. On va suivre ça pour vous, bien évidemment. Bien entendu. Alors on poursuit avec un autre personnage tout à fait spécial, Nili Naouri. Oui, c'est une avocate franco-israélienne d'une virulence extraordinaire. Alors, pour vous donner un peu le truc, c'est qu'elle faisait partie des gens qui stoppaient, qui empêchaient les convois humanitaires de rentrer à Gaza. Vous voyez un peu le niveau de dégueulasserie qu'elle peut atteindre. Elle a même été recadrée une fois par Morandini. Waouh! Être recadré à l'antenne par Morandini en direct, il faut quand même en vouloir. Il faut y aller gaiement en disant globalement qu'il n'y avait pas de civils innocents à Gaza, y compris les enfants qui sont de futurs terroristes. C'était absolument abject. Et donc là, elle va tout simplement, elle va appeler. Donc elle passe sur i24 News régulièrement. Hein. Elle va et donc elle passait. Je ne sais pas si elle passe toujours sur CNews, mais elle passait sur CNews en tout cas. Elle va appeler à déporter et massacrer les civils gazaouis en toute décontraction et en toute impunité. Je vous laisse écouter. Les pénalités que nous devons réclamer, c'est l'enfer à Gaza. Oui, mais l'enfer à Gaza. Nous devons arrêter les camions inhumanitaires. Nous devons arrêter l'alimentation en eau, en électricité, jusqu'à ce que le Hamas mette le genou à terre et nous supplie de nous rendre les otages. C'est ce que nous devons faire aujourd'hui. Et qu'il écoutera la voix de celui qu'il considère aussi comme son maître, Zev Jabotinsky, qui disait que le peuple juif doit apprendre à être fier, noble et cruel. Et nous n'avons jamais appris à être cruel. Ça a toujours été contre nous. Aujourd'hui, il est temps de devenir cruel. Vous allez dire que je fais focus sur i24 News et sur CNews, évidemment. Non, c'est pas la question. C'est qu'on pourrait très bien me reprocher de... Enfin, on pourrait très bien me rétorquer, bah, c'est normal, c'est sur des chaînes Mille Collines et compagnie. Sauf que ça se passe dans le paysage audiovisuel français et que je me pose toujours la question de savoir comment c'est encore possible et qu'il y ait ce 2 poids 2 mesures. Imaginez pour Lefebvre ou pour Naouri que quelqu'un d'apparence, je le redis, hein, un musulman d'apparence ait tenu ce genre de propos inversés, évidemment. Il avait évidemment la BRI chez lui à 6h du matin, sans ménagement, et il aurait été placé en garde à vue. Et très honnêtement, ça ne m'aurait pas plus choqué que ça. Là, ça ne se passe bizarrement pas. Et on entre dans la rubrique microscope. Au microscope, tu vas nous évoquer tous ceux qui veulent la peau de Wikipédia. Pourquoi Wikipédia serait-il le diable et pour qui ? Oui, alors c'est la question fondamentale. Effectivement, alors on va rebelote, on va contextualiser un petit peu les choses. Il est paru sur Le Point, enfin dans le magazine Le Point, est paru une tribune, pétition, signée par un certain nombre de dignitaires du régime, qui demande à ce qu'on recadre Wikipédia. C'est-à-dire que recadrer, le mot est important parce que ils veulent que ce soit plus clean, plus transparent, plus juste et surtout plus rigoureux. Okay. Très bien, pourquoi pas. Sauf que on va voir un certain nombre de signataires poindre, notamment
les premiers signataires, on va voir des gens qui vont vous parler si vous suivez cette chronique. On va voir Sophia Aram, Thierry Ardisson, Olivier Babot, Elisabeth Badinter, Tristan Banon, Eugénie Bastier, Nicolas Bouzou, Alexis Brézet, Pascal Bruckner, Ruth Elkrieff, Raphaël Enthoven, Marc-Olivier Fogiel et ainsi de suite. Caroline Fourest, évidemment, mais tous les gens que je n'ai pas cités, vous les imaginez, Rachel Kahn, Bernard-Henri Lévy et ainsi de suite. Luc Levaillant de Libération, Alain Minck, bref. Et Natacha Polony. Luc Levaillant de Libération qui est assez spécial, même au sein de la ligne éditoriale de Libération. Oui, il a été vertement critiqué pour un papier raciste concernant un de ses fantasmes libidineux sur une femme voilée dans le métro. Enfin, c'est quelqu'un de très, très particulier avec qui j'ai travaillé et qui n'était pourtant pas comme ça. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Et pareil, Jean Quatremer, dont on a parlé ici déjà, et Abnous Chalmani. Hein, c'est marrant, on dirait le top d'or des flops de cette émission. Voilà. Et donc Philippe Val, évidemment, sinon c'est pas drôle. Donc tous ces gens vont venir pour flinguer très clairement Wikipédia, une plateforme collaborative, on va y revenir juste après, où les gens viennent sourcer et ainsi de suite, des informations sur des fiches ouvertes à tout le monde, avec des corrections ouvertes à tout le monde, voilà, qui ne posent pas de problème et qui permettent de populariser un petit peu les savoirs de chacun. Alors c'est résumé la pétition par Maxime Friot qui pour Acrimed, justement l'association de critiques médias, va reprendre un propos que je trouve marrant, juste dans cet article du Point, ouvrez les guillemets, propos décontextualisés, lecture partisane des faits, volonté d'entacher les réputations, la démultiplication de ces cas constitue une menace sérieuse pour l'intégrité de l'information, la qualité du débat public et de la démocratie. Fermez les guillemets. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle une aversion accusatoire. C'est-à-dire qu'ils accusent Le Point et tous ses signataires accusent évidemment de leur propre tard Wikipédia, qui, quoi qu'on en pense, il peut y avoir des erreurs, il peut y avoir des approximations, je trouve, fait le job. Tout ça, c'est dans un contexte particulier. Il y a eu une attaque du journaliste Erwan Seznek, qui en a fait une affaire personnelle, très clairement, avec Jérôme... Erwan Seznek est un zèbre assez particulier, aux zébrures assez particulières, parce qu'il travaille à la fois pour Causeur, pour le magazine d'extrême droite, pour Marianne, c'est-à-dire, a priori, c'était pas vraiment il y a quelques années des lignes éditoriales convergentes, mais aujourd'hui, il enquête, entre guillemets, beaucoup sur des personnes racisées, sur des personnes dites d'extrême gauche, des personnes de gauche. En fait, c'était une sorte de dénonciateur, comme la presse du 19e siècle en a connu, fermez les guillemets. Absolument, tout ça a aujourd'hui, tu as raison, a aujourd'hui un lien, un fil rouge. Marianne, c'est eux qui ont promu et qui ont lancé le Printemps républicain, donc on retrouve la plupart des signataires, enfin la plupart, quasiment la totalité des signataires, avec Xavier Gorce, le triste cire, raciste au dernier degré, avec ses pingouins et ses manchots dont on a la nausée, et ses propos ultra réactionnaires. Enfin, c'est quand même extraordinaire. On dirait, c'est une espèce de plantu bis. Eh bien, finalement, quand on bosse à Causeur, qu'on bosse au Point, dont notamment nos amis d'Acrimed ont pointé les unes islamophobes, racistes, anti-arabes et compagnie, et puis les fake news à ne plus savoir qu'en faire, je trouve qu'il y a, pour le coup, aujourd'hui, une forme de cohérence qu'il travaille et qu'il est travaillé pour ces médias. Donc... il va s'en prendre, y compris, alors c'est France Culture, je crois, qui avait révélé qu'il s'en prenait à des contributeurs, jusqu'à leur écrire par mail, à les menacer de faire des articles sur eux. Et ça a donné d'ailleurs lieu à une lettre ouverte de ces contributeurs de Wikipédia pour dire stop, arrêtez, évidemment soutenu par Wikipédia, arrêtez d'harceler les contributeurs qui sont, je le rappelle, bénévoles. Alors, ça a été... Il y a eu des gens qui ont un tout petit peu essayé de temporiser, de corriger le tir. Alors, par exemple, il y a Pierre Mounier-Kuhn, que je ne connais pas du tout, qui est un chercheur au CNRS, qui est fan de Florence Bergeau-Blaclair. C'est marrant, hein, tout ce petit monde, cet entre-soi, qui retweet régulièrement des trucs de Florence Bergeau-Blaclair, notamment une conférence alors qui s'appelle « Le frérisme et ses réseaux », et ça se passe à l'Université de Lille, et c'est organisé par le syndicat de l'ultra-droite, l'UNI, et ça a été heureusement annulé et interdit par le président de la fac de Lille, pour des raisons, alors officiellement, de troubles à l'ordre public, mais enfin, c'est une bonne chose, je l'en remercie. Alors, ouvrez les guillemets, Pierre Mounier-Kuhn,
Le Point lance une pétition visant à couler Wikipédia. Il reprend l'un de mes messages sur les réseaux sociaux. Est un parfait exemple de désinformation. Merci. D'autant plus absurde que Wikipédia est mondial, contrairement au Point. Avec de tels défenseurs, Wikipédia est mal barré. La pétition vise au contraire à améliorer Wikipédia, à lui demander plus de rigueur. Ah bon ? C'est juste ça ? Alors, on va vérifier, on va voir un peu ce que disent clairement les signataires. Et là, on a carrément Enthoven qui, alors lui, ce que j'aime bien avec Raphaël Enthoven, c'est donc le philosophe de Plateau Télé, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un truc un peu modéré, un peu nuancé, lui, on enlève le mousqueton et on le lâche, il y va, mâchoire ouverte, et il va foncer. Et là, qu'est-ce qu'il explique ? Donc, c'est l'un des signataires. Il explique, ouvrez les guillemets, évidemment que j'ai signé le texte, point d'exclamation. Wikipédia n'est pas une encyclopédie, c'est un torchon squatté par des militants qui font régner la terreur. Rien que ça. Et désignent méthodiquement leur tête de turc à coups d'infos tronqués. Voilà. Donc, on a bien, merci Rafi, on a bien la preuve qu'il y a une intention très nette et très particulière. Alors, par exemple, Philippe Val, qui est aussi un signataire, va dire que Wikipédia le fait passer pour un réac islamophobe et que sa fiche est moins objective que celle, devinez de qui ? Non ? Michael Jackson. Hitler. Rien que ça. Point Godwin. Et la LICRA va rentrer dans la danse. Donc on est toujours dans l'entre-soi. Hein. C'est toujours les mêmes personnes qui va rentrer dans la danse et qui va demander également, qui va taper également sur Wikipédia et demander à ce qu'on recadre cette plateforme collaborative. Alors il y a François Gémen, donc du GIEC, hein, qui est très connu hein, médiatiquement, et qui lui aussi a signé bizarrement ça, mais il va faire montre de moins d'enthousiasme en voyant le profil des signataires. Je vous laisse regarder sa réponse, c'est quasiment un communiqué qui précise que voilà, il regrette si des gens ont été choqués par le fait qu'ils s'adossent à cette pétition d'une part et qui co-signent avec ces personnages d'autre part qui n'ont pas forcément les mêmes volontés que lui. Alors, pour ces questions précises concernant Wikipédia, j'ai souhaité interviewer Guillaume Champeau. Donc, j'ai interviewé à distance puisqu'il habite pas à Paris. Qui ne pouvait pas se déplacer à ce moment-là. Donc, je l'ai interviewé et je vais vous laisser écouter les réponses qu'il a fait à mes questions. Alors, Guillaume Champeau, c'est le fondateur de Numérama, un site de référence que je vous laisse aller voir, Numérama. Et il est juriste spécialisé en droit du numérique et je vais lui poser plusieurs questions auxquelles il va répondre précisément, notamment sur le fonctionnement de Wikipédia, parce que tout le monde n'est pas au courant de la manière dont fonctionne Wikipédia. Je vous laisse écouter sa réponse. Alors, Wikipédia, c'est une encyclopédie qu'on appelle libre, c'est-à-dire que n'importe qui peut aller sur Wikipédia et décider de rajouter de l'information parce qu'il a une connaissance sur un sujet et qu'il trouve que la page de Wikipédia n'est pas assez complète sur tel ou tel point, donc il peut simplement se connecter et puis proposer des modifications. En principe, elles sont acceptées, mais n'importe qui également peut décider de finalement modifier cette contribution, et donc c'est un système communautaire. Et puis, plus il y a de contributeurs, plus ça crée une communauté homogène avec des idées diverses et variées, des points de vue différents sur différents sujets. Et donc, on va avoir une recherche de consensus. Et puis, il y a différentes règles qui doivent être respectées par les contributeurs pour assurer une qualité au contenu. Mais donc, c'est une encyclopédie gratuite, libre, open source, à laquelle chacun peut contribuer. Alors, je lui ai également demandé, évidemment, comment il avait reçu, comment il avait accueilli cette fameuse tribune dont je vous parlais tout à l'heure, que je vous invite à aller voir, à ne surtout pas signer, mais à aller voir, comment il l'a accueillie et comment il l'a comprise. Alors évidemment, c'est une tribune qu'on ne peut pas lire sans la décorréler du média qui l'héberge, c'est-à-dire Le Point, et puis la liste des signataires qui sont... on va dire qu'on a une certaine orientation politique commune sur un certain nombre de sujets. Alors, c'est globalement plutôt des signataires de droite, voire très à droite, plutôt libéral, plutôt anti-palestinien pour une bonne partie, plutôt voilà, sur ce type de thématiques qui prétendent combattre la désinformation, mais pour une partie d'entre eux, tout en ayant une information quand même très orientée. Mais c'est surtout le point commun principal, c'est que c'est essentiellement, voire la quasi-intégralité des gens qui font affaire du fait d'informer ou du fait de modeler l'opinion dans un certain sens. C'est leur activité professionnelle consiste à orienter l'opinion et à orienter les décisions publiques, voire pour certains d'entre eux à prendre des décisions publiques, parce qu'on a aussi des politiques dans la liste des signataires.
Et Wikipédia, c'est une encyclopédie qui, comme on l'a dit, qui est libre, qui n'importe qui peut venir éditer, qui n'appartient à personne. Et donc, personne ne peut influencer, y compris par de l'argent. On ne peut pas acheter Wikipédia, on ne peut pas acheter des articles, on ne peut pas aller acheter des contributeurs qui vont, en tout cas en principe, on ne peut pas acheter des contributeurs qui vont venir modifier les pages. Et donc, c'est un objet qui sort du domaine marchand de l'information. Et on voit qu'il y a toute une attaque qui est orchestrée depuis quelques années. Alors, il y a toujours eu des critiques sur le modèle de fonctionnement de Wikipédia, qui est critiquable par ailleurs, mais on voit que la critique, elle s'accentue beaucoup par des lobbies, des industriels. Je pense évidemment à Elon Musk, qui, pour des raisons qui leur appartiennent, ont décidé de livrer une véritable chasse aux sorcières, notamment contre Wikipédia, pour pouvoir installer eux-mêmes leur discours politique et éviter les vérifications d'informations. Et Wikipédia fait office de source d'autorité pour énormément d'internautes. Pour la plupart des moteurs de recherche, quand vous faites une recherche sur un sujet, il va vous afficher Wikipédia en premier. Et donc, quand vous critiquez Wikipédia, vous discréditez ce qui va vous permettre au grand public d'aller vérifier l'information que vous diffusez, d'aller voir si éventuellement il n'y a pas des opinions contraires, diverses sur le sujet, s'il n'y a pas une complexité qui n'est pas présentée. Et donc Wikipédia est un contre-pouvoir, et pour les gens qui ont le pouvoir d'informer ou de modeler l'opinion, c'est un vrai problème. Et donc je pense que la tribune du Point, elle vise essentiellement à combattre un contre-pouvoir. Alors, comme on en parlait tout à l'heure, le profil est particulier des signataires, puisque la plupart des signataires, en fait, ont sans doute quelque chose à faire oublier sur leur passé proche, sur leur dérive, sur leur prise de position, et qu'ils ont intérêt à ce que surtout, on ne sache pas, on ne se rappelle pas, on ne se remémore pas leur position passée. Et donc, je lui ai posé la question, évidemment, de savoir si, selon lui, ça avait un lien avec ce positionnement politique et personnel. Je vous laisse écouter. Alors sur Internet, finalement, Internet n'oublie jamais. Tout ce qui est publié, tout ce que vous mettez en ligne, toutes les vidéos maintenant qui sont publiées, elles sont enregistrées quelque part, mémorisées, indexées par des moteurs de recherche, et puis souvent elles font l'objet de citations dans des textes notamment sur Wikipédia. Et effectivement, quand on a envie de faire disparaître des choses qu'on a dit dans le passé, c'était relativement simple. Avant, il suffisait d'attendre. Quand, on va dire, au XXe siècle, vous disiez une bêtise sur un sujet, c'était oublié dans l'année qui suivait, parce qu'une bêtise remplaçant l'autre, on l'oublie très rapidement, et puis les gens ont une courte mémoire. Internet, c'est l'inverse. Internet, ça a une mémoire, et l'information, elle est organisée, notamment sur Wikipédia, en rappelant toutes les polémiques qu'il y a pu avoir, en les sourçant, en donnant des informations avec les liens qui permettent d'aller revoir ce qu'une personne a dit à une époque. Et donc pour des gens qui parfois ont une tendance à suivre le cours du vent, et ils n'ont pas forcément envie qu'on voit qu'ils ont changé d'avis sur tel ou tel sujet, ou qu'ils ont porté des avis parfois très discutables sur un certain nombre de sujets d'intérêt, de polémiques, etc. Et on peut imaginer que quand ils partent en lutte contre Wikipédia, ce qu'ils veulent, c'est effectivement qu'on supprime la mémoire de leur position passée, qu'on évite peut-être aussi d'expliquer pourquoi telle ou telle personne prend telle ou telle opinion par rapport à son parcours passé, par rapport à sa biographie, par rapport à ses centres, à ses éventuels conflits d'intérêts qui sont souvent exposés sur ces pages-là. Et puis il y a quand même, quand on regarde la liste des signataires, il y a un certain nombre de signataires où on sait bien, quand on va lire leur page Wikipédia, qu'il y a une section dans leur biographie qui est justement dédiée aux controverses qui les concernent. Et on imagine très bien, on se met à leur place, c'est pas agréable. Et donc c'est plus facile d'aller demander de supprimer l'information sur Wikipédia et de faire disparaître ces controverses que de les assumer, y compris en reconnaissant peut-être qu'ils ont eu tort sur un certain nombre de sujets, mais ce qui les obligerait à expliquer pourquoi ils ont pris telle ou telle position ou pourquoi ils ont eu tort. Donc ils préfèrent qu'on supprime cette information-là que d'avoir à l'assumer.
Et alors, si Le Point, le magazine Le Point a été à l'origine de cette fameuse pétition, est-ce que c'est le fait du hasard ou alors il y a une stratégie particulière? Il s'est également exprimé à ce propos. Alors, j'ai regardé en ce qui concerne Erwan Seznec, ce qui éventuellement dans son profil, dans ce qu'il a pu publier par le passé, les médias pour lesquels il a été recruté, essayer de comprendre quelles sont éventuellement les raisons pour lesquelles il se livre à une telle vendetta contre Wikipédia. Très honnêtement, je n'arrive pas à comprendre. Je ne sais pas. C'est un journaliste visiblement avec une longue expérience. Alors certes, qui a travaillé pour des médias qui parfois sont contestables, je pense à Causeur notamment, mais est-ce que ça suffit à justifier sa croisade actuelle contre Wikipédia? Je ne la comprends pas. Après, si on prend Le Point en tant que média, ce qui est dit dans la fiche Wikipédia est très juste, c'est-à-dire que oui, Le Point avait une ligne éditoriale qui est plutôt en train de dériver, c'est-à-dire plutôt vers la droite, voire très à droite sur un certain nombre de sujets, et probablement n'assume pas l'image qui va avec. Quand vous regardez une notice Wikipédia et que vous êtes un média ou vous êtes une personnalité, finalement, vous regardez votre miroir. Et donc, ce miroir-là, il plaît pas beaucoup. Et quand vous êtes Le Point, vous êtes censé être un journal de référence. Et donc, quand on affiche ce que vous êtes en réalité, c'est-à-dire plutôt de plus en plus un média d'opinion qui cherche à influencer vers des opinions de plus en plus réactionnaires, de plus en plus à droite, qui accompagne peut-être le trumpisme, voire le muskisme, si on peut se permettre ce mot-là, qui voudrait peut-être l'importer en France, en tout cas sur un certain nombre de thématiques. On se dit que c'est pas agréable pour Le Point de voir que c'est exposé quand on cherche Le Point. Hein. Vous pouvez faire la recherche sur Google. Quand vous cherchez Le Point sur Google, vous voyez le site du Point qui arrive en premier, mais à droite, vous voyez un encart Wikipédia qui explique ce qu'est Le Point et qui permet de renvoyer vers Wikipédia pour en voir plus. Donc encore une fois, c'est une source d'influence extrêmement importante, Wikipédia, pour les gens qui cherchent à se renseigner. Et donc, quand on cherche à se renseigner sur une personnalité ou sur un média, on va facilement lire la fiche Wikipédia et ça ne doit pas plaire. Alors tout ça, là on parle de quelque chose de franco-français, mais tout ça se passe dans un contexte mondial puisque aux États-Unis, outre-Atlantique, donc, à la fois Musk et Trump s'en prennent également à Wikipédia parce que c'est gratuit, c'est ouvert à tout le monde et ça n'est pas achetable, ça n'est pas négociable. Et donc, est-ce que, sans tomber dans la théorie du complot, il n'y aurait pas quelque chose un peu dans l'air du temps, du moment, de ces gens, de tous ces réacs, ces ultra-réacs qui souhaiteraient brider des choses dont ils n'auraient pas la maîtrise? Je vous laisse écouter la réponse de Guillaume Champeau. Ce qu'on peut remarquer en tout cas, c'est que Elon Musk s'est mis à attaquer très fortement Wikipédia et de plus en plus fortement à peu près à la période où il a racheté Twitter. Au départ, on ne savait pas trop, même si on pouvait s'en douter quand il a racheté Twitter, est-ce que c'était un projet industriel? C'est-à-dire qu'il souhaitait faire de Twitter une entreprise profitable qui lui permet de gagner le maximum d'argent, ce qui est a priori le destin d'une entreprise que rachète un homme comme Elon Musk, ou est-ce que c'était comme peuvent le faire des millionnaires ou des milliardaires ailleurs dans le monde, notamment en France, quand ils rachètent un journal, c'est pour avoir de l'influence sur, on va dire, la politique qui est menée par les différents États, par les décisions qui sont prises par les politiques, dans la démocratie, avoir une influence sur les votes des citoyens. Et on voit quand même que Elon Musk, son souhait, il est visiblement plutôt cette deuxième option, c'est-à-dire qu'il veut influencer les élections à travers son acquisition de Twitter, et c'est une arme de désinformation massive pour lui, et de manipulation massive, et Wikipédia est plutôt l'inverse, c'est-à-dire un site d'information qui permet de porter un regard objectif, sourcé sur les choses, avec des points de vue contradictoires, qui permet de vérifier l'information parce que systématiquement elle est sourcée. Et donc, lui, probablement, voit d'un très mauvais œil l'importance qu'a Wikipédia auprès des communautés, y compris utilisateurs de X maintenant, parce que c'est une concurrence à X sur le plan de l'accès à l'information, du partage d'informations et de la philosophie qui sous-tend ce partage d'informations-là.
Probablement qu'en France, en Europe, un certain nombre d'influenceurs politiques, journalistes, économistes et autres qui font le même constat, c'est-à-dire que finalement, quand votre métier c'est d'influencer l'opinion et que vous le faites avec une certaine mauvaise foi patente et que vous avez un site qu'encore une fois personne ne peut racheter, qui n'est pas corruptible, qui vient livrer une information que vous pouvez vérifier facilement et à laquelle n'importe qui peut contribuer, donc vous n'avez pas non plus de personnes qui font autorité particulièrement sur cette encyclopédie, et ben ça devient un adversaire politique qu'il faut abattre parce qu'il pose problème dans l'objectif que vous avez qui est d'influencer l'opinion. Alors, sans employer des grands mots et des gros mots, est-ce que tout ça n'aurait pas un rapport ou une influence sur la démocratie, finalement, puisqu'on parle d'un outil démocratique avec Wikipédia. Je me suis posé la question et je l'ai évidemment posée à Guillaume. Je vous laisse écouter. On pourrait presque dire que Wikipédia, c'est un service public mondial. Si Wikipédia était uniquement français, uniquement en France, probablement que beaucoup de monde se dirait « mais finalement, ça devrait être un service public financé par l'argent des citoyens, financé par l'État, parce que ça rend service à tout le monde. Et ça a cet objectif d'informer au mieux les individus, sans prendre parti, en étant le plus objectif, le plus neutre possible. Et Wikipédia, il rend cette mission-là à l'échelle mondiale. Et donc, quand on s'attaque à un service public d'information, en essayant de discréditer le contenu qui est véhiculé par ce média, pour imposer votre point de vue à vous, que vous pouvez acheter par les moyens financiers que vous avez, ça pose évidemment un énorme problème démocratique, puisqu'il n'y a pas de démocratie si on ne peut pas échanger librement de l'information, si on ne peut pas s'informer entre citoyens. Et Wikipédia est un outil extrêmement puissant pour s'informer entre citoyens, pour informer les autres, pour s'informer soi-même. Et donc, quand on s'attaque à Wikipédia, on s'attaque à un fondement de la démocratie qui est la liberté d'expression, la liberté d'information et la liberté de communication. Et enfin, j'ai demandé à Guillaume Champeau, est-ce que cette volonté de vouloir faire taire, de vouloir mettre à terre Wikipédia, au moins en France, avait une chance d'aboutir techniquement? Est-ce qu'ils ont le pouvoir? Est-ce que quelqu'un a le pouvoir de détruire ou au moins de brider Wikipédia? Je vous laisse écouter sa réponse. Alors Wikipédia, ça appartient à une fondation de droit américain qui s'appelle la Wikimedia Foundation, mais qui a essaimé différentes représentations nationales, et il y en a donc une qui s'appelle Wikimedia France, mais dont la mission n'est absolument pas, contrairement d'ailleurs à ce qu'a raconté Le Point, c'est pas du tout d'aller modérer les articles qui sont écrits ou d'aller surveiller les différentes modifications, les différentes contributions qui sont faites aux articles, c'est tout simplement d'évangéliser, pour employer un terme religieux, ce qu'est Wikipédia, c'est-à-dire de faire comprendre l'intérêt de Wikipédia, d'animer des ateliers, des sensibilisations pour encourager les gens à contribuer à cette encyclopédie. C'est faire connaître l'importance qu'a Wikipédia dans le monde, mais c'est certainement pas d'aller prendre la responsabilité éditoriale de ce qui est écrit. Et donc, par contre, vous avez un éditeur qui est la Wikimedia Foundation et qui prend la responsabilité éditoriale de ce qui est écrit. A priori, je ne vois pas les conséquences concrètes qu'il pourrait y avoir sur Wikimedia, ou sur, en tout cas, que ce soit Wikimedia France ou Wikimedia Foundation aux États-Unis. Ce qui est assez amusant d'ailleurs quand on regarde la lettre ouverte ou la pétition, je ne sais pas comment il faut appeler ça, du Point, qui demande à Wikimedia de faire un certain nombre de changements, il ne précise absolument pas lesquels. Ce serait intéressant de leur poser la question, c'est-à-dire que vous voulez des modifications dans le fonctionnement de Wikipédia, mais qu'est-ce que vous voulez précisément? À qui vous demandez ça? Et en réalité, il n'y a pas le fonctionnement de Wikipédia, même s'il est toujours perfectible. Globalement, il fonctionne plutôt très bien et on ne voit pas très bien qui aurait le pouvoir de modifier quoi que ce soit. C'est un système c'est presque un organisme vivant, Wikipédia, et personne n'a le pouvoir d'un seul coup de décider que ça va fonctionner différemment, ou alors ce serait une décision très autocratique qui poserait d'énormes problèmes.
Et on va terminer l'émission, comme de coutume, par les remerciements. Oui, je mets de côté malheureusement les coups de cœur parce qu'on est un peu pris par le temps. C'est très dense, l'actualité est très dense. Mes remerciements sont en 2 petites parties. Ils vont à Mustapha, le coiffeur de l'Atlas, une échoppe de Montreuil que tu connais bien, Théo, et que je connais bien. Donc on le salue, c'est le fournisseur officiel, le coiffeur officiel de l'œil de Moumou. Alors, il va également à Yéberis Jurado, à Joël, Joël 79 ans, qui a d'Écrainville dans le 76, que j'embrasse, qui est une fidèle de l'émission, à Baba Yaga, à Dr Olive sans E, à Céline Tasset et également à Amael qui vient de fêter ses 20 ans, qui est le fils de Lila qu'on avait reçu ici, qui était venu nous voir durant une émission, donc je l'embrasse affectueusement, et à Titi alias Bourbon Kid. La deuxième partie, c'était un truc qui moi me fait un peu halluciner, mais toujours. C'est Mylène de la Réunion, l'île de la Réunion, Aline au Lorrain, qui se trouve donc en Martinique, je l'embrasse également, ainsi que Caisse de Grève, on le fait conjointement, moi à distance, le tour du monde de Mohamed Hadjab. Alors Mohamed Hadjab, c'est un fidèle parmi les fidèles que je retrouve, alors il m'écrit du Brésil, enfin il écrit des commentaires du Brésil, il écrit des commentaires d'Égypte, de partout, enfin il fait le tour de la planète. Donc je ne sais jamais trop où il est, ce cher Berrichon. Guyot Rivière de Montréal également, qui est un fidèle que je salue. Félix de Barcelone et de Lodève. Alors pourquoi je dis que ça me fait halluciner ? Parce que en fait, je remarque, je remarquais surtout au début, parce que maintenant je suis un peu habitué, mais je remarquais que les commentaires, quand l'émission sortait le mercredi soir, les commentaires étaient plutôt hexagonaux au départ, le mercredi soir et puis le jeudi matin. Et après, je voyais arriver des commentaires des Antilles, et puis des États-Unis, du Québec, du Brésil, et ça se décalait à chaque fois au fur et à mesure du temps avec Tahiti, ça partait au Japon, après on avait les Indes, et puis effectivement la Réunion. Comme tu parles. J'aime bien ce petit côté colonial. Et puis l'île Maurice, enfin, je trouve ça fascinant. Je me dis que c'est marrant qu'ils nous regardent comme ça pendant 24 heures autour de la planète. C'est assez rigolo. Donc je vous embrasse toutes et tous, bien évidemment, y compris si vous êtes naturellement en Aveyron. Je voulais également saluer Abdel Jalil d'Espoir et Dignité. Alors c'est un média suisse et une association helvétique qui a eu la gentillesse de me recevoir et que je salue très chaleureusement et très fraternellement, ainsi que Lady CC qui est aussi une fidèle sur TikTok. Et je terminerai par Patou, une amie qui est partie en Bretagne pour profiter de sa retraite. Et je me suis dit, Théo, toi et moi, est-ce qu'on partirait pas en Bretagne, en retraite, finalement On plaque tout et on y va, non ? Maintenant, là ? Allez. Oui, on l'a pas assez cotisé, Mourad. Ouais, c'est vrai qu'avec tous ces salopards... Ouais, allez, on fait une dernière émission la semaine prochaine et puis on en reparle. Merci en tout cas Mourad, et merci à vous d'avoir regardé l'œil de Moumou sur la chaîne YouTube du Média, sur notre site internet, sur le canal 165 de la Freebox ou alors sur Molotov. On rappelle que le Média, votre Média, ne vit que des dons et des abonnements de soutien de celles et ceux qui le regardent et qui l'aiment. Donc si vous le pouvez, allez sur lemediatv.fr/soutien et donnez-nous de la force, donnez-vous de la force, restez connectés aux médias.